nous sommes ravis d'accueillir Cassandra O'Donnell et puis Sandrine Mini. Elles vont se présenter maintenant, peut-être ça sera fait. Et puis comme ça, après, on relance le... Allez, Cassandra, dis-nous qui t'es alors. Bonjour, je suis autrice. J'ai publié mon premier roman de fiction en adulte chez Flammarion. J'ai pas quitté le groupe depuis. Je publie aussi bien des romans pour les adultes que pour les adolescents, que pour la jeunesse. Voilà. Bonjour, donc je m'appelle Sandrine Mini. Je suis la directrice des éditions Syros, qui fête ses 40 ans cette année, comme le Salon du Livre. Et moi, je m'occupe de Syros depuis 19 ans. Donc, c'est une maison que je connais bien. Et puis, j'ai travaillé précédemment chez Autrement Jeunesse, dont j'ai dirigé le département pendant 5 ans. Et puis, Mango Jeunesse et Albin Michel Jeunesse. Donc, en fait, la littérature jeunesse et ado depuis bien longtemps maintenant. Et je suis ravie d'être avec vous. Alors, donc aujourd'hui, notre table ronde porte sur un combat pour la lecture, ce qui est quand même un beau challenge. Donc, voilà. Donc, avant de résumer les entretiens d'aujourd'hui et puis de présenter un peu le thème, je vous ai juste fait un petit topo qu'on ne projette pas parce que sinon on n'aurait vraiment plus de place. Ce n'est pas la peine de prendre des notes puisque c'est un PowerPoint propre, donc vous l'aurez tous et toutes, donc ne vous cassez pas la tête. Donc je vous présente rapidement 3 choses. Un extrait très court de l'étude CNL, donc d'ici, qui a été fait en 2024 sur les jeunes Français à la lecture pour les 7-19 ans. Juste 2 pages ensuite sur le rappel de la part de la production jeunesse en édition par rapport à l'édition au global, en évolution et puis en nombre de titres, etc. Et puis quelques données pour nous donner envie de sauter par la fenêtre. Heureusement, on est en rez-de-chaussée, sur la compétence en lecture qui, elle, a été faite, cette enquête avec les petits champions de la lecture, qui est un concours national, voilà. Et donc, c'est des compétences de lecture en CM1, CM2, hein, donc un peu avant notre tranche d'âge ici, et aussi en 6e. Alors voilà, je commence. Un jeune de 16 à 19 ans sur 3 ne lit pas du tout dans le cadre de ses loisirs. Donc il peut lire dans le cadre de l'école. Voilà. Donc 84% des jeunes lisent pour l'école, parce qu'ils sont obligés, parce qu'on note, vous savez le truc débile, on note tout ce qu'ils font en lecture, ce qui est vraiment une très très bonne idée pour les décourager à jamais la lecture. Mais par contre, ça chute à 68% pour les filles et 59% pour les garçons. Voilà, donc là, la part des loisirs baisse. Je pense que vous pouvez comprendre que la part des écrans, par exemple, prend un peu de place pour la tranche d'âge. Quand ils lisent pour leurs loisirs, ils se tournent en priorité vers les BD et les mangas. Je ne donne pas les pourcentages, vous les aurez, mais voilà, c'est juste pour dire que c'est quand même... Mais je pense que vous le saviez aussi. Quotidiennement, les jeunes passent 10 fois plus de temps sur les écrans qu'à lire des livres. Bon, allez, on reste, on est quand même là, c'est bien. Les jeunes consacrent 19 minutes par jour en moyenne à la lecture loisir. 4 minutes de moins qu'en 2022. Bon... On continue quand même. Près de la moitié des jeunes a désormais déjà lu un livre numérique, majoritairement sur smartphone, qui est une donnée qui, moi, m'a un peu surprise quand même, parce que ça me paraissait pas forcément aller de soi. 44% des jeunes, et dont 49% des lecteurs de manga, ont désormais déjà lu un livre numérique. Et c'est en forte progression, je ne vous dis pas, vous la lirez. Malgré les valeurs fortes toujours associées à la lecture, hein, qui sont quand même... qu'on peut rappeler, mais je veux dire qu'ils sont... on s'évade, on est très fort dans un domaine, on est pris par soi-même, on est concentré sur soi-même. Voilà, un petit temps un peu personnel, donc la lecture a toujours une valeur très forte, même chez les jeunes. Plus d'un jeune sur 3 préfère faire autre chose de son temps libre. Bon. Là, je vous cite parce que j'ai trouvé ça quand même délicieux. Et tout à l'heure, on disait qu'effectivement, la très forte émergence de la littérature pour jeunes depuis 40 ans est colossale. Donc quand même, la majorité des jeunes gardent un souvenir positif des moments de lecture partagés avec leurs parents quand ils étaient petits et n'hésitent pas eux-mêmes à parler d'un livre, le conseiller, le relire ou le prêter. Pour leur loisir, ils lisent toujours pour se faire plaisir, se détendre, s'évader, s'occuper, mais aussi plus qu'avant pour apprendre de nouvelles choses. Pourtant, qu'ils lisent ou non dans le cadre de leur loisir, 40% des jeunes préfèrent consacrer leur temps libre à d'autres activités. Bon, alors, qu'est-ce qu'ils font ? Ça, j'ai trouvé ça génial, j'adore ces statistiques. D'ailleurs, près d'un jeune lecteur sur 2, 69% des 16-19 ans, donc de ceux qui nous ont un peu intéressés aujourd'hui, fait autre chose pendant ses lectures. Bon, et ce, encore plus fortement qu'auparavant. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils envoient des messages, donc téléphone, ils regardent des vidéos, c'est vrai qu'en même temps que la lecture, c'est pratique. Ils vont sur les réseaux sociaux,
Parfait. Il parle au téléphone. Là, c'est moins facile de parler et de lire, quand même, je pense. Ils jouent à des jeux vidéo aussi. Et oui, ils écoutent un podcast. Donc là, quand même, on voit que le temps de la lecture, où on est quand même, où nous, adultes, on se dit c'est super, on a un temps pour nous, etc. Bon, n'a pas exactement la même valeur. Alors, le genre de livre lu, je vais juste citer les 5 premiers. 55% des bandes dessinées, les mangas 47%, les romans 43%. Enfin, je veux dire, c'est quand même, il ne faut pas exagérer, c'est bien. Enfin, moi, je trouve que c'est quand même bien. Bon, après, c'est pas notre tranche d'âge, donc évoqué ici, je veux dire, donc voilà. Ça, c'était une petite présentation. Sinon, l'étude CNL complète, qui fait 89 pages, elle est accessible. On peut tout à fait vous envoyer le lien. Elle est gratuite, accessible. Vous pouvez tout à fait la lire. Hein. Je vous ai juste fait une slide sur la part de la littérature jeunesse dans l'édition au global. En 1984, année de la première édition de Montreuil, l'édition jeunesse représentait 9,4% du chiffre d'affaires de l'édition française, avec 4 875 titres publiés, contre 13,7% du chiffre d'affaires aujourd'hui et 18 500 titres parus en 2023. Hein, donc on est passé de 84 à 2023, 9,4% du chiffre d'affaires à 13,7% et on est passé de 4 800 titres à 18 500 titres. Voilà, donc quand même, quand je disais explosion de la littérature de jeunesse, c'est quand même vrai. En volume, la jeunesse représente aujourd'hui 19% de la production, soit un livre sur 4. Ceci malgré une baisse de la lecture. Bon, d'accord, on a compris que ce n'était pas la peine de... Alors, là, c'est pareil, sur les petits champions de la lecture, c'est une grosse étude, mais j'ai juste pris 2 slides, donc après je me tais. 39,6% des élèves n'ont pas le niveau attendu en fluence à leur entrée en 6e. Fluence, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à lire suffisamment bien pour comprendre, ou ils déchiffrent sans comprendre, ou ils déchiffrent pas, évidemment ils comprennent pas, ou ils lisent très bien, mais je veux dire, voilà, donc en tout cas en fluence, il y en a quand même 40% qui n'ont pas le niveau en 6e, c'est quand même, voilà. Des résultats en hausse en 6e. En octobre 2023, 42,7% des élèves de 6e n'avaient pas le niveau attendu en fluence. Choupinou. Donc, ce qui veut dire qu'ils ne comprennent pas facilement, enfin, je dirais, voilà, tout est difficile quand on ne comprend pas. Alors, juste, et après c'est fini, voilà, les évaluations nationales de CM2, bon, qui sont 11 ans, comprendre des textes à l'oral. Donc, on peut donner une information à l'oral. Donc, niveau insuffisant à l'oral, 4,5. Niveau fragile, 20,8. Niveau satisfaisant, 74. Ne vous réjouissez pas, après, c'est plus compliqué. Comprendre un texte lu seul. Donc, ça peut être une consigne en histoire, une consigne en rédaction, etc. Niveau insuffisant, presque 10%. Ça veut dire qu'un enfant, 10% ne comprend pas bien la consigne ou le texte qui lui est demandé de lire. Niveau fragile, 35%, ça veut dire qu'on n'est pas sûr qu'il ait bien tout compris. Et niveau satisfaisant, 55%. Lire à voix haute un texte. Niveau insuffisant, 30%. Niveau fragile, 17%. Et niveau satisfaisant, 52%. Voilà. Donc on voit que donc ce concours de lecture à voix haute, on voit que c'est important parce que, comme les concours d'éloquence après dans les grandes classes, voilà, c'est important de bien s'exprimer. Voilà. Alors ça, c'était ce qu'on voulait vous dire. Les réjouissances. Et maintenant, on va vous résumer. On vous fait juste un petit résumé de 2 minutes. C'est surtout voilà, sur ce qui s'est dit pour que vous, à l'attention de nos vous invités puissiez pour rapprocher. tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui sur cette journée forte, enrichissante, préparée par Mélanie. Donc Mélanie, elle a choisi d'aborder la tranche d'âge 13-18 ans quand on parle de young adulte, parce qu'on sait aussi qu'il y a 15-25, mais que là, elle a vraiment focalisé sur cet âge-là. Vous avez parlé de beaucoup de références, beaucoup de références, en choisissant 3 sous-genres en young adulte, qui est la dystopie, le thriller et le monde réel des ados. Et en romance, la romantaisie, la romance historique, la cyclite et le revival des classiques. Donc on est parti sur... Vous voyez tout ce que c'est, là? Très bien, en tout cas, parfait. Moi, j'ai appris la cyclite, moi j'ai appris, hein, je ne connaissais pas. Hein. Moi, je ne connaissais pas. Donc on s'est aperçu aussi que les thèmes étaient rarement légers quand on parlait aux young adultes dans ce secteur-là, beaucoup de romans qui étaient sur des sujets très forts, profonds, très intenses, très graves. Et donc on se disait surtout que c'était pour répondre aussi aux besoins de transgression des ados, à leurs préoccupations. Mélanie aussi évoquait que la young adulte et la romance jeunesse pouvaient aussi attirer un public adulte. Donc finalement, on se rend compte que la frontière entre adulte, new adulte, young, on ne sait plus. Peut-être que vous allez pouvoir nous aider aussi à savoir, en tant qu'autrice et éditrice, comment vous faites vos choix. Elle nous a parlé aussi de beaucoup de nouvelles sortes de formes de narration que tu vas nous
Et je laisse la parole à elle. Alors, une nouvelle forme de Mélanie, elle est libraire, hein, juste pour vous deux. Voilà, elle est libraire à Éragny au grand cercle. Voilà, c'est pour ça juste. Voilà. Donc, dans les nouvelles formes de narration, voilà, des livres qui ont un temps de lecture court. Hein, c'est les collections bâties pour avoir un temps de lecture court. Sur le modèle des livres dont vous êtes le héros, bien sûr revus et visités. Le vers libre. Hein, tu nous as donné des jolis exemples, je trouve, qui se lit rapidement aussi. Le roman épistolaire, alors pas forcément qu'avec des lettres, mais avec des reproductions de textos, etc. Le roman graphique aussi, qui a baissé en âge par rapport à quelques années. L'adaptation de romans en BD. Et puis, une collection citée chez Nathan, la collection Court Toujours, voilà, avec les mêmes... Bon, après, on a parlé de la prescription aussi, en mettant en avant que c'était surtout les réseaux sociaux qui, a priori, faisaient, voilà, qui donnaient un peu la direction dans les livres qui allaient être vendus et lus. Et donc après, on a Évariste, je crois, qui a réagi aussi en disant que du coup, ça mettait vraiment en valeur le rôle du libraire pour faire attention, en fait, aux ados dans ce qu'on leur propose, dans leur quête. Parce que si on se base juste sur les réseaux sociaux, en effet, il peut y avoir des tranches d'âge qui ne sont pas adaptées. Absolument. Vous pouvez rebondir tout de suite si vous voulez. Mais... Bon, pour la romance, par exemple, on s'était dit, normalement, ça fait depuis toujours, je suis chez Flammarion et je publie uniquement chez eux. Et j'ai fait une petite incartade parce que c'était particulier, c'est-à-dire que pour écrire, on s'était mis d'accord avec plusieurs auteurs, autrices, pour écrire de la romance pour les 10-13, parce qu'on considérait qu'ils lisaient en ce moment des livres, des romans qui ne leur étaient absolument pas destinés. Donc j'ai écrit exceptionnellement une romance qui s'appelle Le Carnet de Juliette, qui n'est pas forcément ce que je fais d'habitude, mais la romance je connais déjà parce que j'avais déjà fait un pari avec mon éditrice pour l'adulte quand ça avait très bien marché, mais c'est pas mon domaine de prédilection. Et là, pour le coup, effectivement, je leur ai écrit une romance pour les 10-13 et c'était chez Poulpe. Enfin bon, voilà. Donc pour le coup, on avait envie de faire une collection, nous, où il y ait une maturité, disons que ce soit adapté à leur maturité affective en particulier. C'est pas tant la capacité de lecture ou de compréhension que la maturité affective qui est importante. Il y a des étapes. Alors après, je vous dirais qu'il y a des lectrices très précoces, comme moi quand j'étais petite. Faut être très clair. Quand j'avais 10 ans, je lisais les Frédéric Dard, les Santonio, enfin tout ce qui me tombait sous la main. Mais il y a aussi des jeunes filles qui sont pas du tout préparées à ça, qui ne comprennent pas non plus. Et aussi une image de la femme qui est pas forcément très positive dans ce genre de roman. Je dirais même que c'est même extrêmement toxique. Donc au moment où ils se construisent à cet âge-là, on s'était dit, effectivement, là, il faut une collection spécifique. Une collection spécifique qui soit adaptée à leur maturité. Donc c'est pour ça que pour une fois, j'avais fait effectivement une incartade. Moi personnellement, j'ai une façon de travailler qui est un peu particulière. Alors déjà, mes livres, la plupart du temps, sont dans les CDI. Dans pratiquement tous les CDI, il y a plusieurs de mes titres. Donc, ils les connaissent déjà au collège, souvent, ou au lycée. Et puis, ce que je fais, c'est que je fais énormément d'interventions scolaires. Je suis vraiment sur le terrain pour désacraliser et la lecture et l'écriture. Donc, je consacre énormément de temps à ces interventions. Et en fait, ce que je fais, c'est que je leur demande ce qui leur donnerait envie d'ouvrir un livre. C'est-à-dire, par exemple, je ne sais pas si vous me connaissez... ouais, tu peux me sortir. Voilà, par exemple, j'ai écrit dernièrement une série d'horreur qui s'appelle Les Jumeaux Croche-Mort. Voilà, et cette série, c'est parce que ça faisait 3 ans que les 4e, à chaque fois que j'allais dans les classes, en réalité, me demandaient de l'horreur. C'est-à-dire, je leur disais, allez, dites-moi, qu'est-ce qui ferait que toi, qui lis que du manga, tu ouvrirais un livre? Et quand il y a 30 classes qui se mettent d'accord sur le genre, écrit le bouquin. Donc c'est ce que je fais, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je me dis pas qu'est-ce que moi j'ai envie d'écrire, qu'est-ce que j'ai envie de raconter, mais je leur demande, parce que c'est très très dur de les amener à la lecture, extrêmement compliqué. Donc je me dis, et ça me permet en même temps de les suivre, c'est-à-dire de voir l'évolution des générations, de comprendre les différences qu'il y a. Voilà, c'est pour ça que je fais autant de rencontres scolaires, j'en ai pas besoin. Beaucoup d'auteurs jeunesse ont besoin des rencontres scolaires. Moi, je le fais parce que j'en ai besoin pour me nourrir, pour savoir ce que je dois écrire. Et ce qui fait que ça va marcher. Après, c'est des grosses séries, tout fonctionne très bien, on est super contents. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de parents qui m'ont écrit en me disant « Ah, mon fils lisait pas, ma fille lisait pas, et maintenant elle lit ». Ça m'a donné surtout cet effet-là avec Mal en Fer au départ, quand j'ai commencé à leur écrire de la fantaisie. Ça n'existait pas pour les plus jeunes. Et Mal en Fer, à chaque fois que j'écris un tome,
je vais les voir et je leur dis, qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Et ce sont les enfants qui décident. Donc, en fait, je les mêle, quoi. Voilà, ça. Sandrine, tu veux rebondir? Non, ou alors, est-ce que je résume peut-être la romance? Résume, et puis après, voilà. on y reviendra, Et parce puis que après, justement, d'accord. sur la prescription qui passe par les réseaux sociaux, c'est intéressant. Puis là, ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a une autre manière de prescrire. La littérature adolescent, c'est les interventions dans les classes, le réseau des prix littéraires, les CDI et le travail des libraires. Voilà, et des bibliothèques. Donc, il y a une autre prescription que les réseaux sociaux pour faire exister d'autres romans. Et puis après, c'est comment amener les influenceurs sur d'autres types de romans. Et ça, c'est tout un travail qu'on doit faire. Mais oui, si. Voilà. Mais je crois qu'il faut être aussi à l'écoute des publics et puis se remettre en question sur ce qu'on publie et ce que les auteurs font aujourd'hui, tout en écrivant ce qu'ils ont envie d'écrire quand même. Parce que ça ne veut pas dire que ça l'idée. Et je crois qu'il faut être à l'écoute du public plus que jamais, peut-être plus qu'avant. Mais quand même qu'il y ait c'est que cette contrainte, elle soit, elle donne un projet qui soit authentique dans la motivation de l'écrivain. Évidemment, parce que sinon, ça fonctionne pas. Je vais juste peut-être résumer la romance, comme ça vaut. Voilà, donc Mélanie nous a parlé de la romance en disant qu'effectivement, ça avait commencé avec 50 nuances de Grey, qui était au début pour les adultes. Après, nous avons eu la définition du mot romantaisie, voilà, qui était aussi une belle découverte aujourd'hui. Donc, c'est une romance avec une histoire d'amour et une quête fantastique, par exemple, pour ados et adultes, dans un monde imaginaire. Et tu nous as attardé dans la romance historique, qui était vraiment un genre tout à fait bien. Alors, la cycliste, moi, je ne connaissais pas le mot, la cycliste, pas la cycliste. Donc, pour pleurer, qui avait été, bien sûr, lancée avec Nos étoiles contraires, donc qui a fait pleurer à peu près la planète entière. Mais souvent avec des sujets un peu difficiles, comme la dépression, le mal-être, le deuil, etc., etc. Et puis, ce que tu disais, c'est qu'effectivement, lire ces livres-là, ça peut faire aussi penser qu'on n'est pas les plus malheureux de la planète et qu'on partage aussi avec d'autres. Voilà. On ne s'est pas attardé sur la romance LGBT parce que voilà, nos libraires venant du monde entier, on aurait pu vous présenter quand même les pays, mais vous avez, je ne sais pas, alors que je vais oublier quelqu'un, donc ça va me gêner, la Roumanie, l'Angleterre, la Tunisie, les Comores, Madagascar. Ensuite, alors, il doit y avoir la Guinée, il doit y avoir le Togo, il doit y avoir la Tunisie, le Bénin, et il doit y avoir le Liban. Et est-ce que j'ai oublié? Non. Et la Guinée, je l'ai dit, ouais, voilà. Voilà. Donc c'est pour dire que c'est voilà. Et donc en fonction des territoires, disons voilà, c'est peut-être pas des thèmes qui sont les plus faciles, voilà. Bon. Et puis tout ça, et moi j'ai trouvé ça super parce que j'adore Jane Austen. Cette romance a entraîné quand même un regain d'intérêt pour les classiques romantiques. Oui. Donc auteurs classiques et romantiques, voilà. Alors après on a parlé de l'animation des rayons de la librairie qui est moins peut-être intéressante pour vous. Donc je ferme mes petites notes. Voilà, et on en revient à ce qu'on se disait. Alors, la question... C'est important pour les réseaux sociaux. Ce que vous disiez sur les réseaux sociaux, effectivement, moi, c'est ce qui m'a lancée. Ma première série adulte sont les réseaux sociaux qui m'ont portée, entièrement. Et c'est comme ça que cette série, elle faisait 350 000 exemplaires, grâce aux réseaux sociaux. La première série adulte que j'avais écrite. Mais effectivement, il y a deux réseaux. C'est-à-dire, on les a et par TikTok, mais généralement, on les a plus facilement sur la romance. Et ça, c'est un peu embêtant parce que c'est pas toujours très bien écrit. Il y en a des très bien écrites, il n'y a pas de souci, mais pas que, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que là, pour le coup, on sent que les auteurs ou les autrices n'ont jamais ou très peu lu, ou toujours le même genre. Et ça, c'est un peu embêtant parce que l'écriture, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils ne savent pas faire la différence entre un livre très bien écrit et un livre qui ne l'est pas. Et ça me gêne beaucoup. C'est-à-dire qu'ils ont... et c'est pareil, le vocabulaire est restreint. Moi, par exemple, l'implicite, c'est un véritable problème, justement, d'introduire petit à petit l'implicite. Par exemple, quand on fait un livre quand j'écris un livre comme Mal en fer, dans le premier tome, il n'y a pas d'implicite, parce que c'est leur véritable difficulté de lecture. Par contre, je réintroduis, et la difficulté de lecture, après, elle est bien plus grande au 4e, au 5e, au 6e tome. Le vocabulaire aussi. Mais c'est tout un travail, et tout un travail de réflexion, c'est comment les amener à comprendre, à lire, et à choper l'implicite. Et l'implicite, c'est ce qui pose véritablement problème. Ils font pas les liens pour beaucoup. Dans toutes les interventions scolaires, j'ai peut-être deux par classe qui lisent très très bien. Je parle qui lisent, qui comprennent ce qu'ils disent, qui font les liens. Si je leur dis la nuit est vieille, ils vont comprendre.
C'est pas le cas de beaucoup. C'est-à-dire qu'ils sont très premier degré ces derniers temps. Beaucoup voilà. Donc, suivant les milieux sociaux, on les voit en plus. Les parents qui accompagnent, ceux qui accompagnent pas. Et le travail du libraire, justement, c'est que les parents regardent pas toujours non plus ce que les jeunes filles, par exemple, de 12 ans ou 13 ans, quand elles achètent des livres, elles lisent. C'est une catastrophe. Et puis, c'est au moment où elles se construisent et où elles deviennent des femmes. Et ce qui se passe, c'est-à-dire que la violence, c'est justifié. Enfin, c'est très compliqué quand même. Nous, effectivement, par rapport au thème Un combat pour la lecture, on voit qu'effectivement, c'est une préoccupation quand même de faire lire les enfants, les jeunes et les plus grands. En tant qu'autrice et puis éditrice, quelle réflexion vous avez sur l'écriture? Ce que tu as commencé à dire, mais pour les plus jeunes, Cassandra. Sur l'écriture, j'ai remarqué une chose, c'est-à-dire que moi, à la base, j'ai une écriture extrêmement littéraire, que j'adapte suivant les genres et l'âge, à 2 ans près, quasiment. C'est-à-dire que, par exemple, j'écrirai pas de la même façon. Par exemple, le collège maléfique, c'est vraiment destiné au 6e, 5e. Croche-mort, par exemple, je l'ai écrit pour les 13-14. Et j'écris pas de la même façon parce que je me rends compte que la maturité... Alors, il y a des très bons lecteurs à 10 ans, 9 ans, extraordinaires. Mais c'est vrai que je change mon écriture en fonction des genres, je l'adapte, et en fonction de l'âge auquel je destine mes livres. Mais mon écriture naturelle, elle est très littéraire. Si je pense que si j'écrivais naturellement, je ne vendrais pas beaucoup de livres. Voilà, clairement. Non, mais je vous le dis, si c'était mon style à moi. Mais après, j'ai toujours aimé les exercices de style. Quand j'ai commencé avec des codes à l'américaine sur la fantaisie urbaine adulte. Donc, ce qui m'intéressait, par exemple, quand j'ai fait de la romance historique, j'ai repris les codes des américaines. Et ce qui m'amuse, c'est justement de reprendre ces codes, de me donner ces défis-là. Mais après, voilà, c'est ma façon de travailler. Et donc, quand je vois les enfants, je leur pose des questions. Tu comprends ce que tu lis, etc., etc. Et j'essaye d'adapter au mieux. Et après, une fois qu'ils sont accrochés au premier tome, j'augmente le niveau de lecture à chaque tome, ce qui fait qu'ils progressent sans s'en rendre compte. C'est très intéressant. Alors, si on doit rester sur la tranche d'âge des grands ados, c'est vrai que le combat pour la lecture, les éditeurs le mènent souvent plutôt sur les plus petits, parce qu'en fait, effectivement, c'est le moment de la découverte du plaisir de lire et du pouvoir des mots et qui permettent aux enfants de s'imaginer des personnages et d'avoir une nouvelle compétence qui est très différente de celle de regarder des dessins animés ou d'avoir des livres avec des images, de basculer dans la lecture sans images, avec ce pouvoir justement imageant qu'a la littérature, c'est-à-dire qu'avec que des mots, je vais imaginer des paysages, je vais imaginer des personnages, et je passe du côté du roman. Donc ça, c'est un combat pour la lecture chez Syros, puisqu'on a des collections qui s'appellent Mini Syros, les tout petits livres, c'est-à-dire qu'on vend beaucoup à l'export, des livres en polar, Mini Syros polar, Mini Syros science-fiction, Mini Syros roman, même théâtre, qui sont des tout petits livres très peu chers, qui font pas peur, donc très courts, 48 pages. J'en ai pas amené là, mais vous trouverez dans votre petit sac la présentation de ces... Comme on fête nos 40 ans, on a plein de docs. C'est pas tous les... Donc, les petites collections, et qui sont sans images. Et on a remarqué que c'est à partir du CE2, CM1, mais beaucoup de 6e, 5e les lisent parce qu'il y a le plaisir de finir un roman. Et un roman qui soit écrit par des auteurs, des grands auteurs de littérature, donc qui sont pas difficiles à lire, mais qui sont costauds en termes de thématiques ou d'émotions qu'ils suscitent. Donc c'est pas des livres bébés, ils sont accessibles sur des tranches d'âge très très larges, et on a enlevé les âges au dos de la couverture dans ce combat pour la lecture, puisqu'on a découvert que les collégiens et que les enseignants et les libraires les conseillaient pour les plus petits, voilà, avec des thématiques très larges, et parce que c'est la découverte de ce pouvoir de la littérature qui est fait le plus tôt possible. Après, on travaille avec des associations. Vous pouvez aller regarder sur le site Alliance pour la lecture, qui réunit beaucoup d'associations qui se battent pour ce combat pour la lecture. Et il y a plein d'initiatives. Il y a les petits champions de la lecture, effectivement, ce concours de lecture à voix haute, parce que ça, lire à voix haute, c'est vraiment quelque chose qu'on encourage, parce que la prosodie, le fait de lire à voix haute, pour beaucoup d'enfants, ça les aide à comprendre. Et puis le partage, donc encourager les parents à lire un chapitre sur 2,
même quand l'enfant sait lire, même en sixième, même en cinquième, même en quatrième, s'il y a un roman qui est trop difficile, parce qu'effectivement, il y a quand même que les enseignants puissent le faire, que les médiathécaires ou que les clubs de lecture dans les librairies permettent aussi ces moments de partage de lecture à voix haute. Ça, c'est vraiment quelque chose qui peut aider. Et puis, à l'inverse, Silence on lit, je ne sais pas si ça s'est diffusé, le quart d'heure de lecture, où c'est 15 minutes où tout le monde lit, les enseignants, les personnels de la cantine, les secrétaires, adultes comme enfants, tout s'arrête et pendant 15 minutes, on lit ce qu'on veut. Voilà, on amène le roman, pas le livre à lire pour l'école ou autre. Et les études montrent que ça donne un climat beaucoup plus serein dans la classe, que ça apaise, enfin, sur les vertus de la lecture voilà, ce moment un peu introspectif. Donc, il y a d'un côté la lecture silencieuse, répétée, qui a un impact, et de l'autre, la lecture à voix haute qu'il faut poursuivre. Donc ça, c'est des combats pour la lecture. Et évidemment, les éditeurs, ils travaillent là-dessus, et plutôt pour les livres pour les plus petits. Parce qu'on sait bien que plus on monte en tranche d'âge, plus on les perd. Et si on les a... Déjà perdu, petit. non, mais si Voilà, vraiment, c'est vrai. il y a eu ce Pas les rattraper, plaisir hein. personnel, cette motivation endogène, comme on dit, c'est-à-dire que je lis pour le plaisir pour moi-même, et ce petit choc littéraire d'avoir découvert un texte qui transforme. Voilà, mon enfant, il a jamais lu, puis là, il lit eh ben, ça, même s'il s'éloigne de la lecture, il y reviendra plus facilement. Je dis pas qu'il y reviendra, mais il y reviendra plus facilement parce qu'il aura découvert ça. Donc, c'est le résultat de l'étude des petits champions de lecture, en fait, c'est les évaluations nationales. Hein. Nationales, oui, C'est tout les à évaluations fait. nationales qui ont été Oui, tu as faites raison. Oui, tout à fait. dans toutes les classes et qui effectivement sont alarmantes et qui nous interrogent sur le rôle de l'éducation nationale, sur comment on peut faire plus pour pas avoir tous ces enfants qui décrochent, parce que plus on lit lentement et moins on peut comprendre de l'implicite. Et évidemment, on s'en rend compte, nous, aujourd'hui, en tant qu'éditeurs et auteurs, que tout cet implicite, les ellipses, les allers-retours dans le temps, eh bien, c'est plus difficile pour de plus en plus d'enfants. Donc, si on veut avoir un roman plus populaire et qui s'adresse à tous, c'est sûr qu'il faut l'avoir en tête. Après, chez Syros, on publie beaucoup de romans pour ados, en littérature de genre et notamment en polar, qui est quand même, s'il y a de l'implicite ou des flashbacks, il y a cette enquête ou ce climat qui est une nature très divertissante et qui fait on embarque peut-être plus facilement des ados avec de la littérature de genre, et depuis moins longtemps l'imaginaire, parce que ce que je veux dire aussi, Syros n'en faisait pas, et on en fait depuis 2009 avec Métaux. On a eu Métaux U4, qui était un phénomène de la dystopie, la science-fiction. U4, qui était un grand classique, best-seller, mais ça, c'est plutôt la science-fiction. Donc, c'est un genre qui ressemble finalement au polar, sauf que c'est d'une manière différente littérairement. Mais c'est quand même des livres qui questionnent les enjeux d'aujourd'hui, qui interrogent sur notre monde, le monde comme il va et où il va. Et ça, c'est des préoccupations qui touchent beaucoup les jeunes. Cela dit, et après je redonne la parole, sur la littérature pour grands ados, on sait aujourd'hui que la littérature de l'imaginaire, et notamment de la fantaisie, est majoritaire. C'est-à-dire que les gros lecteurs, c'est ce qu'ils ont envie de lire et c'est ce qu'ils lisent. Donc Syros va entrer en fantaisie, et on n'en avait pas fait jusque-là, l'année prochaine, avec un premier tome d'une trilogie qui s'appelle La Mandragore de cristal. Donc là, je vous donne un scoop, ça sort en mars, donc c'est dans longtemps, et qui est alors c'est une autrice anglo-saxonne qui écrit en français, mais c'est vrai que les anglo-saxons sont quand même très très forts pour bâtir ces mondes-là, et c'est aussi pour ça que c'est une littérature souvent traduite qui plaît beaucoup, parce que évidemment on se dit il faut aussi qu'on soit présent dans ce domaine-là. On a fait tout un tas d'enquêtes, ce qui ne veut pas dire qu'on arrêtera de publier nos autres types de livres, parce je crois qu'il faut continuer à proposer une littérature diversifiée, vivante, et surtout qu'on continue à porter des auteurs et des autrices qui ont besoin d'écrire les histoires qu'ils ont envie de transmettre aux jeunes, et trouver le moyen de donner un espace
de liberté et de création pour ces auteurs et ces autrices. Et il y a des auteurs, de toute façon, ils continueront à écrire ce qu'ils ont envie d'écrire, même s'ils ne trouvent plus d'éditeurs pour les publier. Et ce qui est encore un autre problème. Ou alors, on continue à les publier en disant, on va vous publier, c'est magnifique, on va porter ce livre grâce aux libraires, aux médiathécaires, documentalistes, au réseau des salons, aux prix littéraires, qui amènent des jeunes qui n'auraient jamais été piocher ce livre. Hein, le prix Vendredi, moi j'ai parlé avec le jury des jeunes du Pass Culture, il y avait des jeunes du Pass Culture qui ont... le prix Vendredi, c'est un grand prix littéraire avec un jury de critiques littéraires et un jury de jeunes. Ils n'ont pas du tout choisi les mêmes, ce qui est normal. Et le jury de jeunes, qui est quand même des jeunes qui s'inscrivent à un prix littéraire, qui font partie du book club du Pass Culture, très motivés, gros lecteurs. Parmi la sélection qui avait été faite par les critiques littéraires, ils ont adoré ce qu'ils ont lu. Jamais ils n'auraient été prendre aucun de ces livres. Donc nous, ça nous interroge en tant qu'éditeurs, parce que il faut continuer à les publier, mais alors il faut qu'il y ait un travail de médiation énorme. Et puis aussi, il faut effectivement s'intéresser aussi plus aux littératures de l'imaginaire pour un éditeur comme Syros qui ne le faisait pas, parce que on a des auteurs formidables et une manière de travailler avec eux qui... il y a de la littérature de très grande qualité dans ces domaines-là. Il n'y a pas que les anglo-saxons, donc parce qu'on publie quasiment, essentiellement que de la littérature française à défendre, mais c'est assez difficile. Et on sait bien que à partir de 15-16 ans, en plus, ces lecteurs, ils vont du côté des adultes. Enfin, ils n'ont pas spécialement besoin d'un éditeur jeunesse, sauf pour la littérature de l'imaginaire. Là, justement. à nuancer Alors. peut-être. Ouais. Vas-y. Pas forcément. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les adultes vont vers nous aussi. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que justement dans l'imaginaire, il y a moins cette barrière entre la littérature jeunesse et la littérature adulte. C'est-à-dire qu'on peut adorer Bottero et lire Bottero quand on est adulte, et en même temps, pour le coup, lire Tolkien quand on a 13-14 ans, ce que moi j'ai adoré faire. Donc là, pour le coup, on a moins ces barrières avec la fantaisie. Après, effectivement, les adultes lisent, par exemple, sur des séries qui, à la base, que je destinais, par exemple, pour les collégiens, qui ont commencé, effectivement, pour les collégiens, mais qui finit comme un adulte. C'est-à-dire le 4e tome, il est quasiment au niveau de la littérature adulte. Donc, il y a aussi ces séries-là qui progressent, un peu comme Harry Potter, en fait, tout simplement. Et là, ils accrochent. Donc, l'imaginaire, c'est évident que c'est ce qui me demande le plus. C'est-à-dire que quand je vais dans les classes, dans les écoles, quand je leur dis « qu'est-ce qui va vous faire lire ?» C'est l'imaginaire, quasiment à 100%. Après, il y a une chose. Ils n'ont pas beaucoup de recul sur plus le temps passe, et ça, moins il y a de 2e degré, et moins l'humour est compris. Ils prennent souvent tout au 1er degré. Ils sont dans l'émotionnel pur et dur, et c'est aussi ce qui se passe en ce moment. Parce que vous voyez, développer moins de recul. Par exemple, moi, je suis sortie d'Ed Garden, qui est vraiment destinée. Là, cette série-là, elle est vraiment humoristique. Elle est au 2e degré. Elle est un peu... Je rigole parce qu'on a parlé du jaspage hier. Alors oui, mais c'est parce qu'on l'a sorti en même temps, on l'a sorti sous les 2 formats. En fait, on a trouvé ça hyper sympa, en limité. De toute façon, le collector est parti tout de suite, les 10 000, ils sont partis dans les 15 jours, mais c'est vraiment leur truc. Alors, ils adorent les beaux livres maintenant, ça, c'est leur truc. Oui. Ah, ça, il n'y a pas de souci. Et par exemple, ce qui est assez étonnant, c'est-à-dire qu'ils préféreront acheter un très beau livre, etc., plus cher qu'un poche. Plutôt qu'un poche, etc. Ils ont leur truc, il y a des collectionneurs. Mais moi, je vois, sur ma série, par exemple, Rebecca King, les adultes me demandent s'il va y avoir des collectors. C'est sorti en semi-grand format, en poche. Enfin, ça n'a pas bougé depuis, d'ailleurs. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, même les adultes vous demandent du collector. C'est-à-dire, ils collectionnent. Mais maintenant, il y en a, hein, c'est incroyable. Donc, l'objet livre devient aussi l'objet en lui-même, un objet de plaisir. Et ça peut inciter les ados, effectivement, à aller vers les bouquins. Maintenant, je vais vous dire, j'ai entendu des adolescents, et plus d'une fois, me dire « Ah non, mais nous, on achète les livres, mais on les lira pas forcément tout de suite. Hein. » Non, mais je plaisante pas. C'est parce que ça fait joli dans la bibliothèque. Alors, comment vous amener les 15 ans à lire? Moi, ce que j'ai fait, parce que j'avais pas mal sur ma série adulte, c'était beaucoup d'ados qui la lisaient aussi, c'est subversif.
Les héroïnes sont des sociopathes. C'est très drôle, beaucoup d'humour noir, c'est complètement décalé. Et c'est à l'encontre, c'est un ovni, quoi, par rapport à ce qui est fait en ce moment où on est vraiment, ils sont dans le premier degré, voilà. Là, ça se prend pas du tout au sérieux. C'est complètement décalé. Et je me suis dit que ce serait intéressant de voir comment ils allaient réagir à cet humour-là. Eh ben, j'ai été étonnée plutôt bien. Donc, je m'y attendais pas. Franchement, je me suis dit, ça va, voilà, ils sont émotionnels, il leur faut des trucs où ils pleurent, avec des sujets qui leur parlent, sociétaux. Non, là, ils arrivent tous en me disant, et les adultes, pareil, à Montreuil, j'en pouvais plus. Il y avait plein d'adultes. Et avec des sujets en disant, ça fait du bien, ça nous a décalé. Donc, il y a de la place pour tout. C'est-à-dire pour quelque chose de complètement subversif. Moi, je sais pas, en adulte, ça doit être, ma première phrase, ça doit être, je me demandais si je devais rouler ou non sur le cadavre, vous voyez. Et c'est tout du long. Vous êtes dans un univers très drôle, mais c'est de la fantaisie. Et quand on parle, effectivement, c'est de la fantaisie. C'est même de l'urban, la fantaisie urbaine. Et pour le coup, c'est complètement décalé. Donc, je me suis demandé quand même, je me suis posé la question. C'est un des rares trucs que j'ai fait sans avoir regardé avant si ça allait plaire ou non. Parce que c'est un spin-off de ma série principale. Et j'ai été assez surprise. Comme quoi, de temps en temps, les ovnis fonctionnent. Oui, je crois beaucoup à ça. Je crois qu'il faut continuer à donner, afin que les auteurs aient de l'audace, tentent des choses, les éditeurs aussi. Et puis on voit aussi, enfin, je pense que les séries télé sont d'une telle qualité, avec notamment de l'humour noir, des choses déjantées, extrêmement bien construites, qui surprennent, avec des personnages qu'on a envie de retrouver, auxquels on s'attache. Effectivement, ils peuvent avoir aussi envie de retrouver cela dans des romans, mais aussi de trouver complètement autre chose. Hein, vous parliez des sujets difficiles qui plaisent. Nous, on publie beaucoup de romans noirs sur des sujets quand même extrêmement douloureux. Par exemple, la série de Clara Di Ladio, d'une autrice qui s'appelle Sylvie Alouche, qui a eu énormément de prix littéraires et qui tourne dans beaucoup de collèges, Stabat Murder, Snap Killer, Go Fast Go Slow. Vous avez dû en parler. Autrices préférées de Mais oui, Mélanie. et Sorry Mom, ça c'est du noir qui prend vraiment les ados au sérieux parce elle va très loin dans ce qui est dit. Elle bouleverse les jeunes. Il y a des débats en classe ou sur les salons et les libraires aiment en tant qu'adultes, donc les portent aussi et les défendent. Et voilà, il y a aussi de la place pour des... au contraire même, parce que finalement, se parler vrai, ces questions parfois intimes que pose l'autrice, parce qu'elle écrit pour essayer de comprendre et même se consoler d'une certaine manière de toutes ces horreurs qu'il y a dans le monde, et ben ça touche énormément les jeunes. Et donc, il y a beaucoup de polars, et ces polars, de nos auteurs, ils sont publiés en adulte chez Point ou chez J'ai lu, comme Jérôme Leroy, qui a fait Macha l'évasion au Norland, qui sont maintenant en collection poche côté adulte. Donc effectivement, les frontières, elles sont fines. Mais donc Jérôme Leroy a fait une télé avec moi, la télé du salon, pour son dernier roman En imaginaire, alors que c'est un auteur de noir. Et il expliquait que l'espace de la littérature jeunesse, pour lui, c'est un espace de liberté énorme, où les hybridations étaient possibles et qu'on pouvait ne pas être enfermé dans un seul genre. Et lui, évidemment, il était auteur de noir, mais il avait amené de l'imaginaire et de la science-fiction dans un de ses romans noirs. Aujourd'hui, il fait du roman de science-fiction. Il a eu le Grand Prix de l'imaginaire cette année, mais il y a une dimension noire dans le sens où elle interroge des questions de société, le retour de la peine de mort, l'utopie, est-ce qu'elle peut tenir, enfin le rapport au temps, enfin elle va poser les grandes questions d'aujourd'hui. Et cette hybridation qui est possible en littérature jeunesse, il la trouve chez des éditeurs jeunesse, même s'il sait et on sait que son roman ado, Histoire de la fille qui ne voulait tuer personne, qui est sorti chez Sirius, qui est le Grand Prix de l'imaginaire, sortira chez Pocket SF adulte. Donc, parce que ce sont des auteurs qui écrivent des deux côtés. Et donc, on est sur des frontières. N'empêche que aujourd'hui, pour aller chercher les ados, avec toutes les questions qui ont été soulevées de la langue, des ellipses, du niveau de vocabulaire, de la concurrence des écrans et des séries, on doit tous s'y mettre et de manière différente, quoi. Et le rôle des libraires, il est fondamental, ça c'est sûr, pour essayer de continuer, à les attirer dans vos librairies, de faire des clubs de lecture et de proposer des choses. Il
faut efficacité dans l'écriture. En fait, il faut écrire ça comme un scénario. Moi, je le découpe exactement de la même façon qu'une série télé. Et avec une espèce de côté page-turner qui fait qu'ils n'ont pas du tout envie de le reposer. Mais c'est pas parce qu'on fait de l'imaginaire que les sujets ne sont pas traités. Par exemple, moi, je vois dans La Légende des Quatre, qui est cette série-là, cette série-là, c'est la Terre a été dévastée, c'est la nature contre l'homme. La Terre a été dévastée par les humains. Il reste une toute petite partie de la surface de la planète encore habitable. Quelques dizaines de milliers d'humains ont survécu à la catastrophe. Et la nature, elle a fait comme certaines plantes, vous savez, dans la nature, qui se défendent en libérant des toxines. Elle a libéré 4 esprits de la nature. 4 clans capables de se transformer en animaux géants. Il y a les loupailles, les taïganes, etc. Et tout le destin de ce qui reste de l'humanité va se décider en 4 tomes. Est-ce qu'il y a une éradication totale ou non ? Est-ce qu'on est considéré comme des parasites ? On peut tout traiter. Bien sûr, l'imaginaire. L'imaginaire, c'est formidable pour ça, c'est que vous pouvez traiter n'importe quel thème à travers l'imaginaire. Et c'est ce qui est si passionnant. Et mélanger, effectivement, nous, en tant qu'auteurs jeunesse, on se dit pas, parce que en tant qu'adulte, vous vous posez la question, parce qu'il faut que les libraires sachent où ranger. C'est-à-dire, si vous faites de la comédie policière, pendant longtemps, c'était compliqué. Avant qu'Albin sorte la série Agatha Raisin, par exemple. Voilà. Ou c'est du policier, ou c'est de la comédie. Les choses ont changé, mais c'était compliqué. C'est-à-dire qu'on les laissait dans les cartons parce qu'on ne savait pas dans quel rayon et on allait les mettre. Bon, pour les adultes, il y a encore quand même ce côté rangement il faut que ce soit dans une case. Pour les ados, pour la jeunesse, c'est pas du tout le cas. Et c'est ce qui est si agréable. Et c'est pour ça qu'on parle d'un espace de liberté. Parce qu'on peut mélanger tous les genres. On peut mélanger le policier avec l'imaginaire. On peut mélanger... Enfin, c'est formidable pour ça. Et des thèmes sociaux forts. Et les thèmes sociaux, évidemment. On aborde, de toute façon, même à travers l'imaginaire, vous abordez des thèmes quelquefois bien plus... Alors, le Collège Maléfique, c'était... là, il y a 4 tomes qui sont sortis. Mais on aborde le thème de la différence. Dans Malenfer, c'est pareil, le harcèlement. En fait, il y a plein de thèmes que vous pouvez traiter à travers l'imaginaire. C'est pas parce que vous écrivez de l'imaginaire qu'il n'y a pas une profondeur derrière. Et il le capte. Hein. Ça, il le capte très, très bien. Oui, je crois que les lecteurs et lectrices, il y a une intelligence des lecteurs et lectrices qu'il faut considérer. En revanche, l'éditeur, il se pose la question du positionnement, encore aujourd'hui. Encore plus le libraire. Alors, oui, les choses ont changé dans le sens où effectivement les auteurs s'autorisent beaucoup de choses, et les autrices également. Après, nous, on doit faire le choix d'un axe et d'un positionnement et pas 150 parce que sinon on perd tout le monde et vous également. Donc on choisit un axe, c'est le unique selling point. On en prend un, on s'y tient. Il faut que tout soit cohérent, couverture, 4e, présentation. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur il y aura pas beaucoup plus de choses, mais on va pas tout dire. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette dimension de comment on présente le livre et où est-ce que vous allez du graphisme, le ranger. le graphisme va quand même orienter. On doit quand même se poser ces questions-là. J'ai 2 questions à vous poser. Alors, tu nous diras juste après pourquoi tu t'appelles Cassandra O'Donnell, parce que tu parles assez bien français, j'ai l'impression. Et 2, de l'influence des séries télé, Netflix ou autres, comment vous travaillez dans vos catalogues. On se posait la question avec Inès. Entre les séries, bon, toi tu écris beaucoup de séries, et puis entre des collections que tout à l'heure tu citais, des textes courts, des one-shots, voilà, quelle balance y a-t-il? Mais avant, je te laisse. Donc tu t'appelles bien Cassandra O'Donnell en fait. Hein. Alors, Cassandra O'Donnell, c'est parce que j'étais journaliste. Avant, je faisais du reportage pour Envoyé spécial, Zone interdite, j'ai fait des docus, et j'ai pris une année sabbatique pour écrire, et je me suis dit, mon Dieu, tu as que 3 ou 4 mois pour écrire un bouquin. Qu'est-ce que tu vas faire? Je fais La Blanche exclue. Donc évidemment, d'office. J'ai regardé le polar, il y avait beaucoup de monde. Et je me suis dit à l'époque, dis donc, il n'y a personne en urban fantasy adulte, il n'y a que des américaines, il n'y a pas de françaises. Et il y avait une espèce de défiance, vous savez, de préjugés sur les auteurs françaises dans le genre à l'époque. Donc on s'est dit avec J'ai lu, prends un nom anglo-saxon, de toute façon on s'en fout, c'est du semi-grand format, c'est du poche, personne fera attention. Et effectivement, quand on l'a sorti, on a annoncé qu'au 3e tome, une fois que c'était un best, que j'étais française. Mais c'était pour éviter tous les préjugés. Mais seulement après, j'étais bloquée. Bah ouais. C'est-à-dire que une fois qu'on vous connaît, on m'a dit non, il faut que tu gardes ton nom en jeunesse. Donc pendant très longtemps, tout le monde pensait que c'était des traductions, mes bouquins.
Donc voilà, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Puis en même temps, je voulais séparer aussi ma vie, mes 2 vies professionnelles en fait aussi. Il y avait ça. Donc je trouvais que c'était pas mal de faire ça comme ça. Mais au début, j'ai jamais pensé que ça allait marcher comme ça. Moi, je me suis dit, je reste 1 an avec mes enfants. J'avais envie d'être avec eux. Il y en avait un qui rentre au CP, l'autre en 6e. Enfin voilà. Et j'avais envie, je les voyais jamais. J'avais envie de les voir. Donc et quand ça a marché comme ça, je me suis dit, oh allez, 1 année de plus, tu vas faire le 2e, tout ça. Et puis, une autre année, puis une autre année, puis je suis jamais repartie bosser, quoi. Clairement, j'ai continué à écrire, et voilà. Et après, il y a eu ma rencontre en 2014 2013 avec les enfants. Le premier Malenfer que Hélène m'a publié gentiment chez Flammarion. Je me suis forcée, mais quand même pas Ouais, trop. ça a été dur. Et donc, ça s'est passé comme ça. C'était le hasard. Et après, j'ai continué parce que j'ai adoré travailler avec les enfants, que c'est mon truc et que j'adore passer du temps avec eux. Et voilà. Et maintenant, ce sont les adultes qui râlent parce que, soi-disant, j'écris pas assez vite et j'écris très peu pour eux maintenant. Mais pour le coup, toi, tu réponds voilà. à séries, par exemple. Ah, les Quand séries. même, hein. Alors, les séries, pourquoi? Parce que moi, c'est exactement construit comme des séries télé. Hein. C'est-à-dire que mes univers sont très riches. Donc, je les développe petit à petit. Et vous vous attachez au personnage comme vous attachez au personnage d'une série télé. Donc, c'est vraiment ça. C'est le temps de la mise en place. Il faut que, comme les livres doivent être assez courts pour beaucoup, moi, je fais très attention. Par exemple, si j'écris pour du 10-12, je sais que leurs centres d'intérêt seront ceux-là. Si j'écris pour du 12-14, leur centre d'intérêt change très très vite. Il y a un monde entre un enfant en 6e et un enfant en 4e. Je sais pas si c'est parce qu'on leur donne à manger après minuit, mais il y a un truc. Et donc, bref, on est vraiment sur une écriture différente. Donc les séries, ce qui m'intéressait, c'était d'installer un univers beaucoup plus riche et beaucoup plus profond, plus longtemps. Et aussi, parce qu'il faut être très clair, en tant qu'auteur, c'est génial, à chaque fois on replace. À chaque sortie, on récupère, Ils en place les premiers. on replace les premiers, ce qui fait qu'ils sont jamais oubliés. Les Malenfer, on en vend encore du tome 1, 10 000, 15 000 par an. Et du coup, vous concevez la série sur un nombre de tomes limité ou alors c'est au fur et à mesure que... Oui, par exemple, à l'horreur, on est obligé pour les croche-morts 3 tomes, point. Parce que l'horreur, pour tenir l'attention, vous pouvez pas faire ça sur du long. C'est pas possible. Il faut que ce soit court. Par contre, Malenfer, on en est au 8e tome, ouais. Et là, je vais avoir le dernier tome qui va sortir là. Le Collège Maléfique, j'en ai encore au moins 2-3 tomes, hein, je pense, à peu près. Mais après, ils vous demandent la suite, hein. Ils sont à fond, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont dedans, même quand ils grandissent, ils veulent la suite de l'histoire. Moi, j'ai des grandes de 20 ans qui sont venues me voir au salon en me disant dernier tome de Malenfer. Je lui dis mais t'es pas un peu grande? Elle me dit ah non mais nous on a un côté nostalgique, on veut la suite. Ouais. Et il y en a plein comme ça. Et je trouve ça super mignon. Ça veut dire que vous les suivez toutes ces années. Et par contre, il y a une fidélité. C'est-à-dire que quand ils grandissent, quand vous écrivez pour plusieurs tranches d'âge, c'est assez incroyable. C'est qu'en fait, ils lisent tout ce que vous faites. Ils continuent, quand ils grandissent, à rester avec vous. Ça, j'ai trouvé ça, cette espèce de fidélité incroyable. Et les mamans qui vous achetez adultes, elles achètent tout pour leurs enfants. C'est un truc comme ça où elles viennent vous voir, elles font « Oh là là, mon fils, ça y est, il a 7 ans, il va pouvoir te lire, ouais !» Et c'est un truc de fou. Enfin, c'est une confiance dans l'auteur. Une confiance quand même, incroyable, tu sais que ça a une marché, fidélité. quoi, ouais. Et quand ils grandissent, quand ils ont commencé à lire, ils lisent tout, en fait. Tout ce que vous faites. Et ça, c'est le travail aussi, je pense, de terrain que vous faites. Dans notre catalogue, on a aussi quelques auteurs comme ça. Et on se rend compte que et d'ailleurs, on a beaucoup souffert pendant le Covid, parce qu'en fait, ce travail de terrain, de rencontres en classe, de salons, de rencontres en librairie, c'est un travail de fidélisation, mais sur du coup toute l'œuvre. Et effectivement, d'être attendu et d'être retrouvé, et de salon en salon, les enfants reviennent, et parfois, des années plus tard, pour Yves Grevet, pour Métaux, il y a des adultes qui disent « Moi, je l'ai lu jeune, et voilà, mon fils a 10 ans. » Et c'est de génération en génération. Et pareil pour Clara Diladio ou autre. Alors, c'est vrai que nous, on publie pas beaucoup de séries longues, mais on a été plutôt amené, par exemple, 10 minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier pour les plus petits, en souris noire. C'était un one-shot. Ça a tellement plu. Il y a eu 28 prix littéraires. Il a fait tellement de rencontres qu'il lui demandait qu'il en a écrit un 2e, puis un 3e, et on en est à 10. Mais ils se suivent pas. Donc, c'est pas construit au départ comme ça. C'est des enquêtes qui peuvent se lire un peu dans le désordre, même si il y a quand même une évolution des personnages et
Voilà, il faut quand même le suivre. Clara Di Ladio de Sylvia Louche, c'est des enquêtes indépendantes. Et pourtant, son personnage d'inspectrice et son équipe, ça grandit et ça a changé. Parce que aussi, les séries, vous avez de la chance. Enfin, c'est pas le cas de tous. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de séries où le tome 1 continue à se vendre énormément, mais il n'y a rien à faire. Le 2, c'est moitié moins de ventes. Le 3, 3 fois moins de ventes. Le 4, 4 fois moins de ventes, etc. etc. Est-ce que vous concluez la série, du coup, ou est-ce que vous laissez les lecteurs... Alors, moi, j'ai pas eu trop le cas de figure parce que j'ai fait que des trilogies, mais je sais que d'autres éditeurs arrêtent la série. Donc, les lecteurs Et continuent, c'est tant hyper qu'il y a- dur voilà. aussi, ou d'autres poursuivent jusqu'au bout, mais c'est un crève-cœur aussi, parce que c'est tellement de travail pour un auteur de se dire, mais il est obligé de continuer sa série parce qu'il continue à recruter des nouveaux lecteurs avec le tome 1, mais de toute façon, les tomes 1, ils continuent à se vendre la plupart du temps toujours très très fort, parce que il faut que ça soit un degré de notoriété, de succès très fort pour que le libraire suive et que les auteurs suivent, parce que sinon, un libraire, quand il reçoit à l'office le 3e, s'il n'a pas le 1 et que c'est pas suffisamment connu, c'est quand même une vraie problématique. Donc, il y a même des livres qui se vendent à 6-8 000 exemplaires. On se dit c'est un succès, pour nous, en tout cas. Et ben, c'est pas du tout suffisamment un succès pour installer une série. Pour installer une série, il faut être très au-dessus en termes de nombre de ventes. Oui, je confirme. Non, mais voilà. Et donc, ça c'est vraiment pas. Donc, il y a beaucoup de séries qui sont proposées. Il y a une époque où il y avait des éditeurs qui publiaient des dizaines de séries par an pour voir celles qui allaient prendre. Ouais. Et puis finalement, l'année d'après, qu'en sortait beaucoup moins parce que ça faisait quand même des dégâts pour tout le monde. Donc, il y a eu des ajustements et puis il y a des modes. Donc finalement, on est toujours en train de chercher la série, mais on est plutôt prudent avec les auteurs en disant, bon, ça, on commence par en faire 3. Et si vraiment ça cartonne, eh ben, toutes les idées que tu as et que tu as gardées, parce qu'il faut quand même avoir l'arc narratif aujourd'hui pour des longues séries, imaginer des choses, en garder pour la suite, sans s'y mettre tout de suite, parce que peut-être que ça sera trop d'énergie, trop de travail pour une série qui aura marché, mais pas suffisamment pour durer comme les vôtres. Hein. Ça, c'est vraiment des questions qu'on se pose en tant qu'éditeur. Et est-ce que l'effet collection, donc Alors, avec des titres différents, des auteurs différents, est-ce qu'il y a pas une pour les confiance ados. dans la collection? Alors, nous, on a changé. C'est-à-dire qu'on avait Rat Noir chez Syros, qui était la collection de polar pour ados. Et puis, on avait Soon, qui était la collection de romans SF pour ados. On a stoppé les collections, il y a longtemps, hein. Il y a maintenant, il y a une petite dizaine d'années, parce qu'on ne voulait pas être dans l'étagère polar ou l'étagère SF, qui n'étaient pas des genres qui marchaient plus que ça à l'époque. Ce que voulait l'ado, ou le libraire, c'était le roman incroyable qu'il fallait lire et qui était au milieu, sur la table du milieu, peu importe ce que c'était. Donc on a cassé les codes de la collection, pas pour les plus jeunes, parce que le pack de lecture pour les plus jeunes, la collection, elle a un impact très fort. On sait qu'on a aimé un livre dans telle collection, les parents savent qu'il a aimé, donc ils vont y retourner. Pour les grands, chaque livre doit se défendre tout seul. Donc c'est vrai que le métier a complètement changé, parce que chaque roman, c'est une manière de le présenter, une manière de le positionner, d'avoir une conception de couverture qui va dire le genre plus ou moins, mais enfin en tout cas qui peut jouer avec les codes. Et puis chaque auteur, c'est-à-dire qu'il y a un grand succès d'un auteur, ça va porter les autres hors collection qui vont arriver derrière, mais un insuccès d'un auteur ne va pas tirer entièrement vers le bas la collection. Donc oui, ça a changé et c'est pour majoritairement tous les éditeurs de young adultes et d'adultes aujourd'hui qui ont plus des noms de collection comme avant. Clairement, je vais être très honnête, si un premier tome fait pas minimum, je dirais 20, 30 000, minimum du minimum, hein, en ce qui me concerne, je continuerai pas la série. J'arrêterai de moi-même. Je vais pas continuer, ça suffit pas. Ça prend du temps, de l'énergie, je vois pas l'intérêt. C'est vrai, j'ai eu beaucoup de chance sur toutes mes séries. Je sais pas si c'est du talent, en tout cas. J'ai eu de la chance, ça a fonctionné. Maintenant, je dirais que c'est quelque chose qui se pose, c'est-à-dire, qu'est-ce que nous, en tant qu'auteurs... Alors, moi, j'hésiterais pas à arrêter, mais ça me ferait un crève-cœur d'arrêter une série sans leur donner la fin. Donc là, si mon éditeur fait ça, je le mords. Mais... c'est vrai, c'est pas... Mais voilà, je préviendrai que c'est le dernier. Après, je ne sais pas si ça vous fait peur en tant que libraire de commencer, par exemple, sur une série.
Mais j'ai vu que, enfin, nous, personnellement, à chaque fois qu'on sort un Mal en Fer, par exemple, il y a une remise en place totale et les libraires jouent le jeu. Ou quand on remet, par exemple, à un collège ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment une chance pour nous, parce que ça voudrait dire, si jamais ça marche, enfin, si jamais les libraires jouent pas le jeu, on peut pas continuer, en fait, tout simplement. Faut la diffusion, faut la force de vente commerciale. C'est compliqué, hein. Il y a du monde derrière un succès aussi. On passerait bien la journée avec vous et la soirée, mais le temps passe et donc ça serait bien d'avoir des petites minutes pour répondre à des questions. Voilà, si vous avez évidemment des questions à formuler. Du coup, Cassandra, je voulais savoir si vous êtes traduite alors. Oui, en plusieurs langues. En coréen, en japonais. Je crois qu'on a eu des traductions en coréen, japonais, russe, ukrainien, slovaque, italien et pas anglais. Mais c'est normal. J'ai écrit du fantastique. Je vais vous dire, c'est comme si vous nous... Ils sont là, ouais, ça va, on en a... Alors, par contre, en revanche, si, il y a une chose, c'est que sur les échanges de Francfort en ce moment, pour les éditeurs, il y a pratiquement pas d'horreur pour les ados de 13-14. Donc ça, par contre, on a des chances peut-être d'avoir la traduction là en anglais, là, maintenant. Parce que il y a du chair de poule pour les plus petits, il y a du Stephen King, évidemment, pour les grands, mais sur les catalogues et sur les échanges que j'ai vus apparemment à Francfort, on n'arrive pas à trouver pour les 13-14. Donc, y compris chez les Américains. Donc, j'attends de voir la traduction anglaise là. Ah, c'est bien possible, là, pour une fois. Oui. Alors, Naïma, librairie au paradis des livres aux Comores. Vous avez parlé des séries, Cassandra. Et ma question, elle est simple, parce que vous avez parlé du tome 9, de Mal en Fer, qui va sortir. Voilà, Jumeaux Croche-Mort, vous avez prévu que 3 tomes. Est-ce que quand vous commencez une série, vous savez déjà combien de tomes vous allez faire? Oui, parce ou que pas? sinon, je peux pas la construire. Ou très peu. C'est-à-dire que je vais glisser des éléments dès le début, petit à petit, pour agrandir mon univers. Si vous n'avez pas une idée très précise de la façon dont vous allez terminer votre histoire, c'est surtout ça. C'est pas tant le chemin pour y aller que la façon dont vous allez la terminer. C'est-à-dire que, par exemple, sur la Légende des 4, je savais déjà comment ça allait se terminer avant même d'avoir terminé le premier tome. Hein. C'était clair, net et précis. Et d'ailleurs, je crois qu'on en avait parlé. Vous nous avez donné le synopsis. J'avais été très claire. Oui. Et c'est la même chose pour toutes mes séries. Parce que je veux qu'elles aient un sens. Pas que on fasse n'importe quoi. Voilà, il faut qu'elles soient bien construites. Pour que ça vienne du fond, déjà, parce que il y a très peu de livres qui deviennent du fond. Et donc, il faut une très bonne construction, il faut une très bonne qualité du début jusqu'à la fin et quelque chose qui se tienne. Et moi, j'ai vu sur des séries où les gens ont dit « Ah non, allez, ça marche bien, faisons un supplémentaire ou un supplémentaire », ça gâchait la série. Donc ça, c'est hors de question. Donc, dès le départ, je sais où je vais. Obligatoirement, sinon vous pouvez pas bien construire. Et vos éditeurs aussi, du coup? Oui. Oui. Bon, mes éditeurs, ils sont gentils. Ils me laissent carte blanche pour mes couvertures, pour tout. Mal en Fer, on savait pas qu'il y aurait tant. Mal en Fer, c'était le premier tome. Oui. Non, mais par exemple, les Jumeaux Croche-Mort, c'est moi qui ai choisi la couve. Pareil pour le Collège Maléfique. Pareil, voilà. Le Collège Maléfique, c'était un truc de dingue parce que quand Mercredi Adams est sorti, on était au 4e tome du Collège Maléfique, c'était toute l'histoire de Mercredi Adams. J'ai halluciné et je me suis dit, mon Dieu, heureusement que les 4 tomes sont sortis. Oh, t'imagines, sinon? Donc, moi, c'est Zéna du Bénin, pour Cassandra également. Non, mais ça peut aller même peut-être pour les deux. Je pense que ma question va de soi, mais je voulais la poser quand même en ce qui concerne les interventions dans les classes. Donc, est-ce qu'il y a un travail au préalable qui est fait avec le professeur, justement? Est-ce que vous faites lire des livres, en tout cas un certain titre, pour qu'il y ait une certaine interaction? Alors, j'ai des titres étudiés. C'est-à-dire souvent, par exemple, la nouvelle, qui était aux Incos. Il y a eu des prix en fait sur cela. Il y a eu par exemple sur la Légende des 4, ils ont eu le prix. Il y a eu le prix de la PEP. Il y a eu des prix de Brive. Il y a eu des tas de prix de littéraires aussi, parce que ça compte un petit peu pour l'éducation nationale. Pour faire ouais, c'est ça. Donc pour le coup, j'ai des livres qui sont étudiés souvent en 6e.
Par exemple, la nouvelle, c'était sur une petite Syrienne qui arrivait en classe, et c'est un livre qui est souvent que les professeurs conseillent ou étudient avec les sixièmes, très souvent. Mais je fais rarement en fait ce genre de choses. Mais je vous explique. C'est un texte seul, mais je vous explique pourquoi. Là, j'ai fait un texte sur la liberté d'expression, par exemple. Le garçon qui ne voulait plus parler. C'est sur un petit garçon à Santé, il a 13 ans, et il est érythréen. Et son père a été tué par le régime, et depuis, il parle plus, comme beaucoup d'enfants traumatisés. Beaucoup d'enfants sombres dans le mutisme. Et il vit avec sa maman en France depuis plusieurs années. Il parle plus, il a des copains, il joue au foot, tout va bien, mais il communique à l'écrit. Et il va rencontrer une jeune fille Morgane, qui elle est harcelée sur les réseaux sociaux par des enfants du collège. Et chacun des deux enfants va rendre sa voix à l'autre. L'importance de la liberté d'expression, de pouvoir dire tout haut ce qu'on pense, ce qu'on ressent, et ses limites légales. Le harcèlement, par exemple, à travers ça. C'est-à-dire les libertés fondamentales, voilà. Et ce petit texte, c'est pareil, c'est un texte d'étude, le garçon qui ne voulait pas parler, que j'ai créé, mais parce que, je vous explique, ma meilleure amie est inspectrice à l'Éducation nationale. Et elle me harcèle quand un thème n'est pas créé, en fait, pour ce cycle-là. Donc, elle me demande, j'écris ça. Alors ça, je vais vous dire, ce qu'il y a de bien avec la littérature générale comme ça, c'est que ça s'écrit en 15 jours. Ça, c'est top. C'est c'est 10 fois moins compliqué que de créer un monde, que de bâtir un univers, ça va super vite. Et donc, pour moi, c'est même bien. Mais c'est pas ce que je préfère faire. Mais ils sont étudiés. Donc, oui, en fait, il y a une préparation. Et quelquefois, et souvent, les quatrièmes, comme ils étudient le fantastique, ils ont le fantastique au programme. Là, pour le coup, les professeurs documentalistes, les professeurs de français, etc., m'invitent tout le temps. Alors moi, je peux peut-être compléter parce que le travail de préparation ou d'aide à la préparation des rencontres en classe, Syros l'accompagne beaucoup pour les auteurs. Donc, on crée des dossiers pédagogiques avec des fiches élèves et des fiches professeurs ou comment mener les débats sur certains sujets. Même si le genre n'est plus au programme. À un moment, il y avait le polar en 6e, 5e, c'est plus le cas du tout. Mais par exemple, là, on vient de publier Ne vois-tu rien venir sur le harcèlement scolaire pour le collège et de Amélie Antoine, qui est un gros succès, qui est très dur. Faut quand même accompagner les documentalistes et les enseignants pour la venue de l'autrice. Ils sont très en demande, effectivement, parce que la littérature, et là, c'est pas une littérature faite pour, elle a écrit ce roman-là parce que c'est quelque chose qu'elle avait en elle, mais elle est utile aux enseignants parce que c'est une médiation culturelle par la fiction et par la littérature qui est beaucoup plus efficace qu'un cours sur c'est pas bien, c'est bien, la loi, etc. ou un documentaire. Donc la littérature avec les personnages, et surtout dans Ne vois-tu rien venir, il y a deux personnages, il y a la harcelée et la harceleuse alternativement, mais on fait des dossiers pédagogiques. Et puis, comme Syros fait partie du groupe de Nathan, c'est vrai qu'on fait des emailing en direction des enseignants, puisqu'on a les fiches enseignants, qui, du coup, déclenchent effectivement beaucoup de demandes de venue en classe des auteurs et des autrices. Et puis, elle a publié quelque chose sur le cœur pour les plus petits, sur le sujet du harcèlement, beaucoup plus lumineux, avec une fin très, très positive. Et là aussi, on a fait des dossiers pédagogiques et des envois. Donc, on sait que les enseignants, ils sont très demandeurs de dossiers, parce que comme ça, ils préparent la venue et puis ils ont les supports déjà tout préparé, hein, tout fait. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, ça aide à préparer. La liberté d'expression, en fait, je l'ai écrit uniquement parce qu'il n'y avait pas. Il y avait de la doc chez Fleurus, il y avait des choses comme ça. Ils avaient de la documentation, mais les professeurs de CDI me disaient on n'a pas de fiction sur la liberté d'expression pour les 6e, 5e. C'est pour ça que je l'ai écrite, parce que pour moi, évidemment, en tant qu'ancienne journaliste, je peux vous dire que la liberté d'expression, c'est la base, quoi. Oui, après, comment faire connaître nos livres, ça c'est un autre sujet. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il faut envoyer des emailing, etc. Ouais, c'est vrai, les emailing. Ouais. Sur ces sujets-là. Non, je suis d'accord. Alors, par pure curiosité, le pseudonyme de Cassandra O'Donnell, est-ce que ça a été choisi de façon fortuite ou sporadique, ou bien ça cache une anagramme qui pourrait révéler votre propre nom? Alors, merci. Il y a en fait un diminutif qui ferait que ça serait très lié à mon nom, mais Cassandra, c'était parce que mes frères ne m'écoutent jamais, ne me croient jamais.
J'ai 4 frères, c'était très dur. Et donc, voilà. Donc, je me suis dit, Cassandra, c'est parfait. Et O'Donnell, c'était le nom j'ai passé mon temps en Irlande, énormément de temps. Et ma meilleure amie s'appelait O'Donnell. Moi, je reviens sur vos participations donc, auprès des élèves en classe. On parlait tout à l'heure de comment amener les enfants à la lecture. Est-ce que vous n'avez pas peur que si on impose vos textes, il y ait le chemin inverse? C'est-à-dire que comme c'est imposé, ben non, on va pas le lire, on va arrêter de lire Cassandra O'Donnell. Alors moi, ce qui est génial, c'est qu'en fait, quand ils me rencontrent, ils n'ont pas du tout ça. C'est-à-dire qu'ils se disent « Waouh, elle est trop cool !» En plus, ce que je fais, c'est que je leur parle pas de mon œuvre. Je les embête pas avec la signification. On reste sur le texte. Allez, 10-15 minutes. Ils me posent les questions qu'ils veulent me poser. Mais après, vous savez quoi? Je les mets au boulot. Je leur explique le schéma narratif et je leur dis, alors toi, tu vas me construire un monde. Et ils passent chacun avec le monde, le personnage qu'ils ont inventé, le truc. Je désacralise tout ça. Non, mais les trucs, je leur fais le pitch des bouquins. En général, les CDI les ont. Je leur file les trucs, je fais, vas-y, envoyez-moi vos textes. Ça se passe super bien. Généralement, ceux qui ont le plus d'imagination, c'est souvent les mauvais élèves. Parce que beaucoup moins formatés. Et je les amène et ça se passe à ravir. La dernière fois, j'ai fait un truc énorme. C'était, je sais pas, il y avait je sais pas combien de gens. Il y avait les élèves de Sarcelles et il y avait un monde dingue avec les collégiens mélangés aux lycéens et tout. Je me suis éclatée. C'était énorme. Alors, on avait l'estrade et on s'est éclaté. Et les gamins, après, on m'a dit, ils sont tous venus chercher tes bouquins. Donc, je me dis que non, ça dépend comment on l'aborde. Si le prof l'aborde de manière chiante, oui, alors là, on est mort. Mais moi, il les étudie pas parce que c'est pas sur les listes. Donc, quand il m'invite, par exemple, pour parler du fantastique, déjà, primo, je leur parle du fantastique à travers Maupassant. Je leur parle de plein de choses, de toutes les branches du fantastique. Et puis après, on attaque le dur et on s'éclate. Et au contraire, en général, il y a une ruée et le CDI est obligé d'en racheter plein. Non, vous inquiétez pas, ça se passe super bien en général. Au contraire, en fait, je crois que de comment amener les ados à la lecture, et c'est pour ça que les rencontres avec un auteur vivant d'aujourd'hui, déjà de savoir qu'ils vont rencontrer l'auteur, ça met plus à bord des élèves qui vont lire alors qu'ils n'auraient pas forcément lu, et c'est souvent un premier choc littéraire et aussi une rencontre qui va les toucher, les marquer et va changer leur chemin de lecteur. Donc ça, c'est quelque chose de très très fort, et c'est vrai que on milite là pour que le pass culture et que la part individuelle et collective liée au livre du pass culture ne soit pas diminuée, parce qu'il en était question dernièrement, parce que ça vraiment, ce sont des actions très concrètes qui amènent les ados à la lecture, beaucoup plus effectivement que de faire lire des classiques auxquels je tiens énormément, moi aussi en tant qu'éditrice et fan de littérature, mais il faut les deux. Et puis surtout, si on n'impose qu'une sorte de lecture qui exclut tous les autres d'entrée de jeu, effectivement, on perd tout le monde. Il faut d'abord leur donner le goût. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, il faut d'abord leur donner le goût. Moi, je lisais Proust à mes gosses. J'ai toujours continué, j'ai 3 fils. J'en ai un très grand qui a 35 ans, un de 24 ans et un de 19 ans. Et je leur ai toujours lu, systématiquement, j'ai pris chaque soir une demi-heure avec chacun, toujours. Et simplement, je leur lisais des classiques. On discutait ensemble, on découvrait Gary, etc. Je leur lisais Proust quand ils avaient 14 ans, on en discutait. Et inconsciemment, c'est ce que me demandent les parents souvent, c'est comment je peux faire lire mon enfant. Et je leur dis, mais vous lisez? Est-ce que vous lisez? Je leur dis, parce qu'il faut continuer à leur lire même quand ils savent lire. Parce qu'inconsciemment, dans le subconscient, ils vont associer la lecture avec un moment de tendresse et où le parent est entièrement focalisé sur lui. Cette espèce de moment de partage. Et la lecture devient un doudou. Et c'est comme ça qu'on fabrique les futurs lecteurs. Donc, en fait, voilà. Et c'est pour ça que je vous dis, pour le coup, les 3 lisent. Alors là, je peux vous dire.